Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un premier cours sur les matrices à destination d'étudiants de DUT GMP. Ce cours sur les matrices, une introduction en fait au chapitre des matrices au second semestre sera suivi en deuxième année par un cours qui s'appellera les applications linéaires. Et donc ce qu'on va voir tout au long de ce chapitre, ce sont vraiment des bases qui vous permettront de fonctionner correctement en deuxième année. Pour les matrices, on va démarrer, avant même de présenter l'outil, par une problématique. Lorsqu'on veut résoudre un système d'équations, un système linéaire comme celui-là par exemple, on peut tenter une résolution manuelle, mais on peut se dire que peut-être derrière tout ça, il y a un moyen d'automatiser les calculs. On peut penser à la méthode du pivot de Gauss par exemple, mais il existe des choses plus puissantes que ça. Peut-être que quelque chose utilisant les coefficients apparaissant dans le système et nous faisant faire les bons calculs avec ces coefficients conduit aux solutions du système, si toutefois on n'est pas dans un cas particulier où le système n'a pas de solution ou une infinité. Si, d'autre part, on veut effectuer un changement de base, admettons qu'on soit dans un espace de dimension 2 et qu'un vecteur m soit défini dans une base ij par ses coordonnées. Si on souhaite modifier notre base, le même vecteur aura des coordonnées différentes. Peut-être qu'en connaissant les coordonnées des nouveaux vecteurs de base u et v dans l'ancienne base ij, ça pourrait être celle-ci par exemple, et en connaissant les coordonnées du vecteur m dans la base ij, qui sont ici les coordonnées de 2, on peut effectuer un certain nombre de calculs qui nous conduiraient à trouver les coordonnées de m dans la base uv. Lorsqu'on veut faire plus généralement un changement de variable, et ça peut être par exemple en calcul intégral, les choses peuvent paraître compliquées au premier abord. Pour changer de variable dans une intégrale simple, à une seule variable, on connaît la technique. Vous avez vu ça dans le chapitre sur l'intégration que vous avez fait au premier semestre. Lorsqu'il y a au moins deux variables, les choses sont sensiblement plus compliquées. Et c'est notamment compliqué par rapport au produit des différentiels qui apparaissent en fin d'intégrale, dx.dy. Si on veut effectuer un changement de variable en utilisant par exemple des coordonnées polaires à la place des coordonnées cartésiennes qui apparaissent ici, il se trouve que cette intégrale est égale à celle-ci, celle qui apparaît, mais avec cette fois-ci ρ et θ des coordonnées polaires. Et dx dy a un lien direct avec dρ dθ. Mais dx dy n'est pas égal à dρ dθ. Il y a un changement de variable à effectuer qui dépend de la définition des anciennes variables en fonction des nouvelles. Et pour passer des cartésiennes aux polaires, par exemple, x est égal à ρ cosinus θ et y à ρ sinus θ. Comment exprimer le produit dx dy? Eh bien, il faut connaître les dérivées partielles de x et de y par rapport à ρ et par rapport à θ. Ce qui nous donne 4 dérivées partielles que l'on peut organiser dans un tableau à partir duquel on va pouvoir calculer le produit dρ dθ et le produit dx dy en fonction de dρ dθ. Et il se trouve que ici, dx dy sera égal à ρ dρ dθ. Alors évidemment, dans cette présentation, cette problématique, je n'ai rien justifié, je n'ai rien expliqué. Mais ce qu'on peut voir apparaître en bas de chacun des trois exemples, c'est un tableau de valeurs dont on peut éventuellement se servir pour arriver à nos fins. Et ce tableau de valeurs, ça va s'appeler une matrice. Une matrice, c'est donc un objet qui possède un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Et cet objet fait l'objet de calculs. C'est-à-dire qu'on peut créer des opérations sur des matrices. On peut additionner deux matrices, on peut les multiplier entre elles, on peut faire interagir une matrice avec un vecteur, les vecteurs étant des matrices particulières à une seule colonne. Donc on va voir les définitions et opérations de base dans ce chapitre sur les matrices, et une application avec la résolution des systèmes, c'est-à-dire le premier exemple qui était posé à gauche. Le changement de base sera éventuellement vu en deuxième année, cela dépend des filières de DUT.
Le changement de variable dans des intégrales multiples est plutôt vu d'une manière générale en école d'ingénieur. Et les applications linéaires qui représentent les interactions entre matrices et vecteurs seront vues en deuxième année. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Comme on vient de le dire, c'est un tableau de valeurs. Une matrice est désignée par une lettre majuscule, ses coefficients d'une manière générale par la minuscule correspondante, et on place des indices. Pour grand A, on peut écrire les indices n et p qui représentent le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et pour les coefficients petit a qui se trouvent à l'intérieur, on peut représenter des indices qui représentent à gauche le numéro de ligne et à droite le numéro de colonne. Donc, par exemple, AI1 représente le coefficient de la ligne numéro I et de la colonne numéro 1. Une matrice grand A pourrait être écrite plus simplement comme, entre parenthèses, petit a indice IJ, avec I évoluant de 1 jusqu'à N et J de 1 jusqu'à P. On peut aussi désigner des objets particuliers dans les matrices, donc on peut extraire en particulier une colonne. Donc ici, bien sûr, on l'appellera la colonne J, pour l'exemple qui s'affiche. Et la matrice A pourra être notée cette fois-ci entre crochets comme l'ensemble des colonnes CJ pour J évoluant de 1 jusqu'à P. On verra plus facilement et plus utilement une matrice comme étant un ensemble de colonnes plutôt qu'un ensemble de lignes. C'est lié au fait que l'interaction entre matrice et vecteur est quelque chose d'essentiel dans le calcul matriciel. Bien entendu, une ligne pourra posséder un nom elle aussi, et elle sera notamment utile dans la méthode de Gauss pour l'inversion des matrices et la méthode du pivot de Gauss pour la résolution des systèmes. Pour finir, une matrice appartient à un ensemble qui se note MNP de K. NP représente les dimensions des matrices de l'ensemble correspondant, et K représente le corps dans lequel les coefficients petit a sont choisis. Ce sera en général l'espace des réels ou l'espace des nombres complexes. Dans ce chapitre, on travaillera uniquement sur des nombres réels. Seul dans un exercice, on fera une petite introduction avec une matrice à coefficients complexes, dite matrice hermitienne, donc des cas particuliers. Les matrices carrées et les vecteurs sont des types de matrices particulièrement intéressants pour nous. Donc regardons-les un peu plus en détail. Une matrice carrée possède autant de lignes que de colonnes. Par exemple, ceci est une matrice carrée. Dans une matrice carrée, il y a des diagonales. Dans une matrice rectangulaire, ça ne serait pas le cas. Et cette diagonale-là en particulier va être essentielle pour nous et plus intéressante pour nous, y compris en deuxième année pour les applications linéaires et la recherche de valeurs propres, de vecteurs propres. On a 1, 4, 2 qui se nomme la diagonale principale dans cette matrice. Un vecteur est une matrice à une seule colonne. Alors, vous connaissez les vecteurs depuis très longtemps, il s'agit simplement d'une liste de coordonnées. Les vecteurs font donc partie des matrices. La matrice A appartient à M3 de R, ou M3,3, mais on peut résumer ça en M3. Le vecteur V appartient à M3,1 de R. Ces deux objets nous permettent de travailler en dimension 3. Une matrice carrée à deux lignes de colonnes et un vecteur à deux coordonnées nous fera travailler en dimension 2. Quelques matrices carrées particulières pour poursuivre. Les matrices dites symétriques. Alors, les matrices sont dites symétriques si, quel que soit I et J, AIJ est égal à AJI, ce qui implique une symétrie par rapport à la diagonale principale. Donc, peu importe les valeurs qui se trouvent dans la diagonale principale, l'important pour nous est que les coefficients se trouvant de part et d'autre soient les mêmes. Une matrice peut être dite triangulaire à partir du moment où, d'un côté de la diagonale principale, on ne trouve que des valeurs nulles, quelles que soient les autres valeurs dans la matrice. Donc, AIJ est égal à 0 pour tout J inférieur à I, ou pour tout J supérieur à I. On a deux types de matrices triangulaires, les matrices triangulaires supérieures et les matrices triangulaires inférieures. Elles interviennent évidemment dans la méthode du pivot de Gauss pour la résolution semi-manuelle des systèmes.
vous avez les matrices diagonales, dans lesquelles, en dehors de la diagonale principale, on ne trouve que des valeurs 0. Et parmi les matrices diagonales, il y a la matrice identité, qui possède des valeurs 1 sur ses diagonales principales. Une matrice qui possède des valeurs identiques sur sa diagonale principale, mais pas forcément 1, est dite scalaire. La matrice identité porte le nom I. Donc c'est la seule matrice qui a le droit de porter ce nom. Pour les autres matrices, on utilisera les lettres A, B, C, P, Q, R, tout ce qu'on veut. Il y a en fait deux lettres qui sont réservées, la lettre I pour la matrice identité et la lettre O pour la matrice nulle, c'est-à-dire composée exclusivement de 0. Une première opération sur les matrices, qui ne s'applique pas d'ailleurs qu'aux matrices carrées, qui consiste à transposer une matrice. Donc à partir d'une première matrice, on va, et ce qui est surligné en gris nous le dit, faire un échange des coefficients et surtout des indices IJ. IJ est remplacé par JI dans la nouvelle matrice. Autrement dit, à partir de la matrice de départ, on échange les lignes et les colonnes. Donc la matrice A, qui est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, devient la matrice TA, transposée de A, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Ce qu'on peut remarquer lorsqu'on fait un échange de lignes et de colonnes, c'est que les seuls éléments qui n'ont pas bougé sont ceux de la diagonale principale. C'est une des raisons pour lesquelles la diagonale principale est plus importante que la diagonale qu'on trouverait dans l'autre sens. Alors pour vous montrer que ça ne s'applique pas qu'aux matrices carrées, on peut tout à fait transposer une matrice rectangulaire comme celle-ci. L'échange de lignes et de colonnes nous donne une matrice transposée qui n'est plus de même dimension. On peut également transposer un vecteur, bien entendu. À ce moment-là, on n'obtient plus un vecteur, mais ce qu'on appelle une matrice ligne. Voyons maintenant des opérations sur les matrices. En mathématiques, lorsqu'on définit une nouvelle classe d'objets, on définit automatiquement des opérations dans cette classe d'objets. Des additions, des multiplications, bref, des opérations qui vont avoir une certaine utilité pour des applications pratiques. La première chose est la multiplication par un scalaire. C'est-à-dire qu'on va s'autoriser à multiplier un nombre réel, ici, par une matrice. Et par définition, lambda fois une matrice A nous donne une nouvelle matrice B de même dimension que A, où tout simplement, chaque coefficient BIJ est égal à lambda fois AIJ. Un exemple, je prends la matrice A qui est celle-ci. La matrice moins 5A est égale à la matrice des coefficients qui ont tous été multipliés par moins 5. Alors, dans des opérations matricielles, il faut savoir que ça fonctionne de cette façon. Par contre, lorsqu'une matrice apparaît comme d'une écriture un peu compliquée, pour effectuer par la suite des calculs manuels avec elle, on peut tout à fait la factoriser, ici par 1 sixième. La matrice A, qui était 1 sixième moins 1 tiers, 5 sixièmes moins 1, peut être tout à fait écrite comme 1 sixième facteur de la matrice 1 moins 2, 5 moins 6. Ce qui nous permet par la suite de faire des calculs en nombre entier, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Alors, on le savait déjà chez les vecteurs, un vecteur V peut être multiplié par un nombre réel, et ça se passe évidemment exactement de la même façon. Alors, on a des propriétés qui interviennent directement suite à cette définition. Si je multiplie une matrice par deux nombres réels, eh bien je peux effectuer cette multiplication dans le sens que je veux. C'est la signification de la dernière ligne. Lambda 1 fois lambda 2a est aussi égal à lambda 2 fois lambda 1a. 0 fois a donne la matrice nulle, bien distinguer le nombre 0 de la lettre O. Et 1 fois a égale a. Au niveau de la transposition, transposer lambda a, c'est comme multiplier par lambda la transposée de a. Voyons maintenant l'addition matricielle. Donc on a cette fois-ci une loi de composition interne. On prend deux matrices, on les additionne entre elles pour en obtenir une troisième. Pour que ça puisse être possible, il faut que les matrices de départ soient de même dimension. À ce moment-là,
A plus B va donner une nouvelle matrice C, où chaque coefficient C et J sera égal à A et J plus B et J. C'est-à-dire qu'on va additionner terme à terme dans les mêmes positions. Un exemple avec les deux matrices qui apparaissent ici. A plus B va être égal à 3, 2, moins 2, 1. Parce que dans le terme première ligne, première colonne, on avait 2 pour A et 1 pour B. 2 plus 1 va donner 3 dans la matrice C. En haut à droite, moins 5 plus 3 va donner moins 2. En bas à gauche, moins 1 plus 3 donne 2. En bas à droite, 4 plus moins 3 donne 1. Lorsqu'une opération est définie, on se pose la question de l'élément neutre et de l'inverse. Il se trouve que ces éléments existent parce que, ce que je n'ai pas dit puisque ça sera le prochain chapitre, un espace de matrice dans une dimension donnée est un espace vectoriel. Un élément neutre donc existe, et il s'agit de la matrice nulle, comme on pouvait s'en douter. C'est-à-dire que si j'additionne la matrice nulle à une matrice A, le résultat est la matrice A, bien sûr. On peut donc définir la notion d'opposé, c'est-à-dire la notion générale d'inverse pour l'addition. L'opposé de A serait une matrice qui, additionnée à A, donnerait pour résultat la matrice nulle. Et vu la simplicité de la définition de l'addition matricielle, on se rend bien compte qu'il faudrait que les coefficients de la matrice que je note moins A soient les opposés de tous les coefficients de la matrice A. Donc moins A, c'est rien d'autre que moins 1 fois A. Donc on a une définition très intuitive de l'opposé de la matrice. Et c'est même plus qu'une définition, c'est une conséquence en fait de la définition de l'addition. Les propriétés de l'addition apparaissent bien entendu après cette définition. Pour toute matrice ABC dans une même dimension et pour tout coefficient lambda 1 et lambda 2, on a l'associativité. Additionner trois matrices peut se faire dans l'ordre que l'on souhaite. La commutativité, A plus B égale B plus A, directement liée à la commutativité de l'addition réelle. Et la double distributivité. Lambda fois A plus B est égal à lambda A plus lambda B. Et lambda 1 plus lambda 2 fois A est égal à lambda 1 fois A plus lambda 2 fois A. Donc on peut développer dans les deux sens, il y a une double distributivité de la multiplication sur l'addition. Alors pourquoi est-ce qu'elle est dite double? Parce que le signe plus ne veut pas dire la même chose partout, si on regarde bien ce qui se trouve dans cette dernière ligne. Quand on écrit A plus B, on additionne des matrices, alors que quand on écrit lambda 1 plus lambda 2, on additionne des réels. Ça n'est pas la même opération. Et pourtant, le produit par un réel possède cette propriété de distributivité sur l'addition, quelle qu'elle soit. Enfin, l'addition est une opération bilinéaire, c'est-à-dire que si C est égal à lambda 1 A plus lambda 2 B, alors tous les coefficients C et J sont égaux à lambda 1 A et J plus lambda 2 B et J. C'est-à-dire qu'il y a une distribution de la propriété globale de la formule sur les matrices vers une formule identique sur chaque coefficient de la matrice. Alors, on verra un petit peu mieux dans la suite du chapitre et l'an prochain la signification de cette linéarité. Une dernière chose au niveau de la transposition, transposer A plus B, c'est aussi faire la somme des transposés de A et de B. Donc pas de surprise pour l'instant avec l'addition matricielle, on a quelque chose qui est tout à fait conforme à ce qu'on pouvait trouver chez les nombres réels, hormis la transposition qui évidemment n'est possible que chez les matrices et pas chez les réels. Alors maintenant le produit matriciel. Une deuxième opération est définie, et là on sort du cadre de l'espace vectoriel, c'est le fait de pouvoir multiplier deux matrices entre elles. Le cas général est présenté avec cet exemple. Donc, on doit multiplier ces deux objets. La définition du produit matriciel est parfaitement arbitraire. Elle ne suit pas de logique particulière, elle est simplement définie d'une certaine façon qui permette aux applications d'être productives, c'est-à-dire à ce produit d'avoir un sens. Alors, on a déjà vu, avant de montrer le produit matriciel, un produit vectoriel, qui est défini d'une manière bien précise, ou encore un produit scalaire entre deux vecteurs. Et ces objets-là, ou ces opérations, sont définis d'une manière
bien précise qui soit utile à des applications, par exemple géométriques. Donc le produit matriciel obéit à cette règle, il est défini d'une manière bien précise. Alors, comment savoir que ces deux matrices-là multipliées entre elles allaient donner cette troisième matrice? On s'aperçoit en outre que la dimension a changé. Lorsque vous voulez multiplier deux matrices entre elles, vous devez découper la première en ligne et la seconde en colonne. À l'issue de ça, vous devez associer chaque ligne de l'objet de gauche avec chaque colonne de l'objet de droite. Et vous les associez de quelle manière? Par produit scalaire. Ça signifie par somme des produits. Je prends l'exemple de la première ligne associée à la première colonne. Je dois faire coïncider 2 avec 3, moins 1 avec moins 1 et 4 avec 7. Le produit scalaire me donne 2 fois 3, plus moins 1 fois moins 1, plus 4 fois 7. Autrement dit, 6 plus 1, plus 28. Résultat en première ligne, première colonne, 35. Lorsque j'associe de la même manière la première ligne et la deuxième colonne, j'obtiens le résultat de première ligne, deuxième colonne. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, le résultat va se trouver ici. Et deuxième ligne, deuxième colonne, j'obtiens le quatrième résultat. La matrice à l'arrivée possède donc fatalement autant de lignes que l'objet de gauche n'avait de lignes, et autant de colonnes que l'objet de droite n'avait de colonnes. De plus, pour que le produit soit possible, il faut impérativement que le nombre de colonnes de la matrice de gauche soit égal au nombre de lignes de la matrice de droite, pour pouvoir faire des associations en produit scalaire, pour que chaque élément d'une ligne à gauche corresponde à chaque élément d'une colonne à droite. Un petit exemple avec un nombre complexe i qui apparaît ici. Pourquoi pas, hein, on sait faire des multiplications avec des nombres complexes. Alors ici, j'ai deux matrices de dimension 2, des matrices carrées. Donc je vais obtenir à l'arrivée une nouvelle matrice carrée de dimension 2. Autant de lignes que l'objet de gauche, autant de colonnes que l'objet de droite. L'association, par exemple, entre la première ligne et la première colonne nous fait calculer un produit scalaire entre 2 moins 1 et i moins 1, c'est-à-dire 2 fois i plus moins 1 fois moins 1, donc 2i plus 1. Les autres associations pourront être déterminées par vous-même après coup. Voilà, donc on a une formule générale qui apparaît dans le cours écrit que vous avez en ligne, qui est celle-ci. CIK est égal à la somme pour Q égale 1 AP de AIQ fois BQK. Alors, que représente le coefficient Q dans tout ça? C'est simplement le numéro de l'objet dont on est en train de se servir pour faire notre produit scalaire. Donc, en associant par exemple 2 moins 1 et i moins 1, Q va varier de 1 à 2. Q égale 1 signifie que je vais multiplier AI1 par B1K, c'est-à-dire ce nombre par ce nombre. Et pour Q égale 2, je vais multiplier AI2 par B2K, c'est-à-dire ce nombre par ce nombre. On peut laisser de côté, si vous le souhaitez, cette formule générale qui ne nous apprendra rien de plus. L'important est d'avoir un savoir-faire du côté de la multiplication matricielle. Alors, un autre exemple ici avec ces deux matrices carrées. Encore une fois, en multipliant ces deux matrices, le terme en haut à gauche va se trouver égal à 1 fois 5 plus moins 3 fois moins 6, donc 5 plus 18, 23. En haut à droite, 1 fois 7 plus moins 3 fois 8, 7 moins 24, donc 17, moins 17, pardon. Deuxième ligne, première colonne, donc en bas à gauche à l'arrivée, 2 fois 5 plus 4 fois moins 6, 10 moins 24 moins 14. Et enfin, deuxième ligne, deuxième colonne, 2 fois 7 plus 4 fois 8, 14 plus 32, 46. On peut se poser la question de est-ce qu'on aurait obtenu le même résultat si on avait échangé les deux matrices? Alors vous voyez, j'ai pris exactement les mêmes que au-dessus, mais je les ai inversées. Ou plutôt échangées. Eh bien, en fait, le calcul nous montrera très rapidement que non, on n'obtient pas le même résultat.
Donc là, il faut faire très attention. Chez les matrices, le produit n'est pas commutatif. C'est lié à la dissymétrie de la définition du produit matriciel. AB est différent de BA, sauf cas particulier, bien entendu. Et ces cas particuliers existent et peuvent être déterminés, par exemple, en exercice à partir d'une matrice donnée. Donc je résume ce que j'ai expliqué au démarrage. Le produit existe si et seulement si le nombre de colonnes de l'objet A est égal au nombre de lignes de l'objet B. Donc ça, c'est pour que les produits scalaires soient tout simplement faisables. Donc A de dimension NP doit multiplier un objet B de dimension PR. Et à l'arrivée, le résultat est de dimension NR. Nombre de lignes de A, nombre de colonnes de B. Alors, on a multiplié des matrices quelconques entre elles, ou relativement quelconques. On peut aussi multiplier une matrice par un vecteur, ce qui est une application phare de l'objet matrice. Une matrice carrée, par exemple, multipliée par un vecteur, pourvu que la dimension soit concordante, va nous donner un objet qui possédera 2 lignes, parce que la matrice de départ ici a 2 lignes, et une colonne parce que le vecteur a une colonne, c'est-à-dire un nouveau vecteur. Et là, on est sur quelque chose qui est vraiment fondamental. Une matrice est capable de transformer un vecteur en un autre vecteur. Si vous imaginez une figure, une représentation graphique de ce que ça peut donner, eh bien, vous vous rendez compte qu'une matrice peut créer une transformation du plan. Donc, un mouvement dans le plan. C'est à la base, en informatique par exemple, de ce qu'on appelle la programmation vectorielle. C'est-à-dire comment faire bouger des images. Eh bien, on peut appliquer des calculs matriciels sur des vecteurs pour les transformer en d'autres vecteurs. Si je choisis bien les coefficients dans ma matrice de départ, je peux créer une rotation de n'importe quel vecteur. Et pour faire en sorte que ce soit toujours la même rotation avec le même angle. Il suffit de bien choisir les 4 coefficients de ma matrice. Je laisse ça de côté pour l'instant. L'opération ayant été définie, on cherche à savoir s'il existe un élément neutre. Est-ce qu'une matrice multipliée par une autre pourrait donner la matrice de départ? Quelle devrait être la deuxième matrice pour que ça fonctionne? Et contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, une matrice remplie de 1 ne ferait pas office d'élément neutre. Ça ne fonctionnerait pas. L'élément neutre de la multiplication, c'est la matrice identité qui a été définie au départ. Donc la matrice diagonale composée de 1 est surtout composée de 0 à l'extérieur de ces diagonales. Donc en dimension 2, ça donne ça, mais en dimension 3, ça donnerait 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dans ce cas particulier, on a la commutativité du produit. AI égale IA égale A, tout simplement. Vous pouvez vérifier rapidement que, effectivement, ça commute. Prenons un exemple. Cette matrice I est également élément neutre par multiplication par un vecteur. I fois le vecteur V quelconque égale ce vecteur V. Donc, par exemple, 1, 2, moins 3, 4 fois 1, 0, 0, 1 va redonner 1, 2, moins 3, 4. 1, 0, 0, 1 fois 5, 3 égale 5, 3. En dimension 3, voilà à quoi l'opération pourrait ressembler. Qui dit élément neutre dit recherche de l'inverse. Cette fois-ci, il faudrait trouver une matrice inverse de A, notée pour l'instant à puissance moins 1. Donc c'est juste une traduction de inverse de, qui, multipliée à la matrice A, donne la matrice I. Donc c'est la définition générale de la notion d'inverse. L'opération entre les deux objets dits inverses doit donner l'élément neutre à l'arrivée. Exactement comme chez les réels, 5 fois l'inverse de 5, c'est quelque chose qui donne 1. L'inverse de 5 vaut 1 cinquième ou encore 0,2. La problématique ici étant comment, à partir d'une matrice A, arriver à trouver son inverse. Et d'ailleurs, est-ce que cette inverse existe à tous les coups? On peut tout de suite dire que si A est la matrice nulle, alors il n'y aura pas d'inverse. Donc comme chez les réels, l'élément nul ne possède pas d'inverse. Mais il se trouve que chez les matrices, il y a une foule de matrices qui ne possèdent pas d'inverse, et c'est dû à une propriété très particulière de la matrice elle-même.
Alors, comme on s'en doute, la recherche de l'inverse d'une matrice, c'est quelque chose qui va avoir son importance dans un certain nombre d'applications. On peut contourner cette recherche d'inverse dans certaines applications, mais dans d'autres, elle est vraiment incontournable. Quand on a la matrice 1, 2, moins 3, 4, il est pas évident de savoir que la matrice inverse sera ici égale à... Alors là, je regarde simplement ma matrice A, et je m'aperçois que ça va être 0,4 moins 0,2, 0,3, 0,1. Vous pouvez tester. Si vous multipliez ces deux matrices entre elles, le résultat est la matrice identité. Bien entendu, pour obtenir ce résultat, j'ai effectué quelques opérations. Et c'est ce qu'on va devoir apprendre à effectuer. Ça sera une partie importante dans le chapitre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. Le fichier de TD numéro 1 est en ligne sur mon site. Vous pouvez donc accéder aux exercices et bien entendu, je réaliserai une vidéo de corrigé de ces exercices. Merci et à bientôt.